Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Média Pro qui parle justement des médias et de la télévision. Ce soir, actualité oblige, nous allons parler du bilan du sommet arabe et sa couverture médiatique. Bien sûr, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous nos trois experts, Reda Harirash, Faisal Mattawi, Sofiane Baroudi, mais également avec nous Ahmed Ben Saada à partir d'Oran et qui a couvert durant ce sommet les activités et les débats sur le sommet arabe. Alors, avant de commencer le débat, nous allons regarder un sujet sur justement une conférence qui a été organisée au quotidien Al-Mujahid dans son forum pour parler du bilan de la couverture du sommet arabe d'Alger. Le forum d'Al-Mujahid a célébré aujourd'hui une rencontre pour faire le bilan de la couverture médiatique du 31e sommet de la Ligue arabe tenu dernièrement à Alger. La mobilisation des médias nationaux et la forte présence de la presse internationale, représentée par plus de 600 journalistes, qui ont accompagné la réussite du sommet d'Alger, qualifiée d'exceptionnelle par la plupart des observateurs. Ainsi, des journalistes de multiples organes internationaux, à l'instar de l'agence de presse iranienne ou de la chaîne d'information saoudienne, ont témoigné du haut niveau d'organisation et salué les efforts déployés, ainsi que la mise en place par l'État algérien d'un dispositif considérable pour aider les journalistes à assurer leur noble mission. Nous avons observé un grand étonnement. La presse internationale a été subjuguée par le niveau de l'organisation du sommet arabe d'Alger. L'Algérie n'a pas été avare et a déployé tous les moyens pour accompagner le travail des journalistes et créer des conditions optimales pour la couverture médiatique. Le sommet d'Alger, qui s'est tenu dans un climat international chargé de tensions et dans une conjoncture de bouleversement sans précédent, a toutefois connu une aura inouïe grâce aux synergies mises en place et à l'atmosphère fraternelle qui a régné tout au long des travaux. À ce propos, la proposition algérienne de doter la société civile d'un rôle plus conséquent dans le soutien à l'action arabe commune a été adoptée à l'unanimité. La présence intensifiée de la presse internationale et le climat d'échange démocratique est un indice clair du nouveau rôle pris par l'Algérie dans le paysage régional comme puissance d'équilibre et pôle de progrès. Je pense que les réformes structurelles qu'a engagées le président de la République depuis son élection allaient nécessairement impacter sur le travail des médias, dans le sens de la consécration de nouvelles avancées sur le chemin de la professionnalisation, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y avait un niveau de professionnalisation assez élevé. On l'a découvert justement à travers ce sommet qui est quand même l'événement qui a permis de réunir le maximum, un flux de journalistes, un maximum de journalistes. Cet événement international de grande portée entérine une nouvelle dynamique, concrétisant la naissance d'une presse moderne, résolument au service de l'essor de l'Algérie dans le monde. Voilà, c'était la couverture de Sofiane Baroudi de la conférence sur le forum d'Al-Mujahid sur justement la couverture médiatique des médias arabes. On parlait justement de chiffres. Combien de journalistes, éventuellement de médias, étaient présents à ce sommet On a évoqué plus de 600 entre journalistes, techniciens et collaborateurs qui ont travaillé avec des médias internationaux pour la couverture du sommet d'Alger. Bon, la plupart étaient regroupés ici au niveau d'Alger. Ils avaient aussi la possibilité d'être libres, c'est-à-dire que la couverture ne se concentrait pas seulement sur les activités du sommet d'Alger. On a beaucoup qui ont essayé de faire d'autres couvertures, notamment par rapport et ça a permis justement de redonner vraiment une nouvelle image de l'Algérie ou alors de la réactualiser. C'était un enjeu, à mon avis, important parce qu'il y avait des agences de presse internationales de grande importance qui étaient là, aussi beaucoup de journalistes chevronnés, des titres de la presse écrite, de grandes stations de radio et de télévision qui étaient mobilisées. Et l'occasion de ce sommet arabe, justement, et la réussite de son organisation, parce que c'est revenu de manière récurrente, que ce soit dans la bouche de la presse nationale ou alors surtout de la presse internationale, mais aussi des participants, l'organisation en termes logistiques, mais aussi en termes techniques, a permis justement de donner vraiment une image d'une Algérie en
en cours de modernisation intensive, on va dire, et aussi de déblayer ou alors d'écarter certains clichés qui avaient encore la peau dure jusque-là. Moi, je pense que cet événement, dans un contexte très difficile, en post-Covid, etc., a permis vraiment de donner une nouvelle image de l'Algérie. Alors, Faisal Mataoui, vous avez fait le plus grand ratage de votre carrière puisque vous n'avez pas couvert le sommet. J'ai suivi à distance quand même. À distance, oui. Mais justement, je voudrais un avis d'un journaliste qui a suivi le sommet arabe à distance. Vous avez suivi notamment les débats et les directs à travers notre chaîne, mais également sur les médias internationaux comme France 24 ou bien Radio Monte Carlo, RT ou d'autres canaux arabes et occidentaux. À votre avis, quel est le bilan qu'on peut tirer de cette couverture? Moi, je pense que c'est un bilan positif parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt effectivement des médias étrangers et ceux qui étaient ici, la presse algérienne aussi qui a couvert. L'intérêt pour le sommet arabe s'explique par plusieurs raisons. D'abord, c'est un sommet qui ne s'est pas tenu depuis le sommet de Tunis en 2019, qui a entre 2019 et 2022 beaucoup de choses se sont passées dans la région arabe. Des crises qui sont intensifiées, d'autres crises qui sont apparues, comme la crise économique et politique au Liban, la situation au Yémen, toujours difficile, la sécheresse et la guerre civile en Somalie, la situation au Soudan. Donc, vous savez, une région qui est donc instable, et c'est d'ailleurs les dires d'Ahmed Abou El-Reit, qui est le secrétaire général de la Ligue arabe, qui a dit que la région arabe est au milieu des crises. Et bien sûr, les retombées de la crise de la guerre en Ukraine sont aussi importantes, donc d'où l'intérêt des médias étrangers pour suivre un peu ce que les Arabes, qui maintenant, visiblement, parce qu'il y a des changements de paradigme, des changements dans le discours, il y a aussi des plaques tectoniques géostratégiques qui ont commencé à bouger, parce que maintenant on parle de relations un peu différentes entre le monde arabe et la Russie, entre le monde arabe et les États-Unis. L'intérêt des médias étrangers s'explique par cela aussi. On a remarqué justement à travers certains reportages et certains sujets que des critiques ont été formulées dans certains médias, on ne va pas les citer, avant même la tenue du sommet par rapport à la non-venue de certains leaders et chefs d'État arabes. Oui, parce que ce cas hérité... Ils ont jugé le sommet avant même de sa tenue. On a vu l'échec prononcé, l'échec annoncé, les Arabes en rang dispersé, la diplomatie algérienne se réveille, ça c'est des titres de certaines presses européennes par rapport au sommet, et parce qu'habituellement, certaines presses européennes toujours précèdent les événements et annoncent des échecs avant bien que l'événement ait lieu, surtout lorsque cela se déroule dans la région arabe. Vous voyez comment on est en train d'attaquer le Qatar parce qu'il organise le mondial du football. Tous les autres pays du monde ont organisé le mondial, ils n'ont jamais critiqué, mais dès lors que ce grand rendez-vous sportif est organisé par un pays dans la région arabe, un pays arabe et musulman, on est en train d'inventer des histoires, de tirer à bout, certains veulent boycotter, etc. Donc vous voyez qu'il y a des visions qui sont restées figées. Le monde a changé, maintenant tout le monde réclame le monde multipolaire, ça a été d'ailleurs un des appels importants du sommet d'Alger. Donc on a précédé ça en prétextant des absences. Les absences, tous les sommets arabes sont déroulés avec des présents et des absents. Le sommet de Doha, je me rappelle il y a quelques années, s'est déroulé avec 4 ou 5 chefs d'État. Donc les absences des chefs d'État au sommet arabe, ce n'est pas nouveau. Et l'absence des chefs d'État n'est pas un paramètre d'évaluation. Reda Harirash, vous avez justement participé au débat durant ce sommet arabe. Quelle impression avez-vous justement des échanges avec les journalistes étrangers? Les échanges se sont déroulés dans un climat festif. Comme vous savez bien, ça s'est passé le 1er novembre et on a pu apercevoir à l'extérieur le feu d'artifice qui a été lancé. Donc, il y a eu toute une nouvelle génération de journalistes qui ont assisté pour la première fois à un sommet arabe. Il y a eu aussi toute une nouvelle génération de journalistes en provenance de différents pays arabes qui ont découvert l'Algérie pour la première fois. Beaucoup d'agences de presse, il y a une trentaine d'agences de presse qui sont venues notamment des pays du Golfe et aussi des agences de presse occidentales. Donc je dirais que ça a été un moment propice pour aussi bien pour les experts, les consultants, les journalistes de se rencontrer. Beaucoup d'interviews ont été accordées et l'information a pu circuler. Alors, outre le fait qu'il y a eu une participation record de journalistes, il y a eu aussi une participation record de dirigeants arabes, parce qu'on a pu constater que cette fois-ci,
tous les pays ont envoyé des représentants, il n'y a pas eu de boycott, il n'y a pas eu d'absence. Tout à fait. Et même ceux qui étaient, les quelques chefs d'État qui étaient absents, ont quand même envoyé leurs proches ou leurs collègues à un niveau assez élevé. C'est-à-dire, si un BZ des Émirats Arabes Unis n'est pas venu, Al Maktoum, qui est le vice-président des Émirats Arabes Unis, c'est aussi l'émir de Dubaï. Ouais. Donc, c'est pas rien. Le roi de Jordanie était absent, certes, mais il a envoyé son fils, le prince héritier. Donc, il y a eu un niveau de représentation qui a été élevé, et à partir de là, les dirigeants arabes ont pu trouver un consensus sur un certain nombre de questions qui n'ont pas été suffisamment médiatisées, comme par exemple la situation au Liban. Le Liban qui est demandeur actuellement d'une médiation politique en provenance de l'Algérie. La Somalie aussi qui a sollicité l'aide des pays arabes, outre le fait que maintenant le président Tebboune, lorsqu'il se rendra lors d'une prochaine visite en Russie, c'est en tant que président donc, de ce sommet arabe qui fera valoir les intérêts de la région arabe. Voilà. Merci Reda. Nous allons prendre attache maintenant avec M. Ahmed Ben Saada, écrivain expert en communication, qui est avec nous à partir d'Oran. M. Ben Saada, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Oui, M. Ben Saada. Alors, vous avez participé un petit peu au débat et vous étiez bien présent au sommet arabe d'Alger, bien sûr. Et quelle est justement l'impression que vous avez eue à travers les médias que vous avez rencontrés sur l'intérêt profond des médias arabes pour ce sommet? Alors, personnellement, j'ai vraiment été agréablement surpris par ce sommet, par son organisation bien maîtrisée, non seulement au niveau des congrès, mais aussi au niveau de l'hébergement, au niveau du transport des journalistes. Ça a été vraiment, à mon avis, très grand succès. Concernant la logistique, quoi. La logistique, c'était vraiment top, vraiment top. Et puis, au niveau en fait, de la présence des journalistes, j'ai remarqué une ambiance bon enfant. Il y avait, les gens se parlaient, discutaient. C'était vraiment très agréable. C'est un sommet extrêmement agréable que j'ai vécu de l'intérieur. Donc, la seule chose que j'aimerais dire, par exemple, par rapport à ce sommet, pour revenir à un de mes collègues sur le plateau, c'est que la couverture des médias occidentaux et en particulier français a été parfaitement négative. Mais ça, il ne faut pas, s'étonner parce que à chaque fois qu'il y a un événement dans un pays arabe de grande envergure, il y a ces médias qui viennent faire du trouble. Un de mes collègues a cité ce qui se passe actuellement au Qatar à l'occasion du mondial de football. Mais j'aimerais juste signaler qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'ouverture de la COP27, tous les journaux actuellement parlent des droits de l'homme, d'un cyberactiviste notoire qui a été emprisonné. Donc, au lieu de parler de ce sommet sur l'environnement, on parle de choses qui sont négatives et mettre l'accent là-dessus. Donc, il ne faut pas s'étonner. On devrait même, à la limite, faire en sorte de créer nos propres informations, parce que les informations qui viennent, les couvertures qui viennent du monde occidental ne sont pas à la mesure et ne sont pas honnêtes par rapport à ce qui se passe dans les pays arabes. On a remarqué justement, avec la présence des médias, notamment français, la présence en force des médias russes, mais aussi des médias, en plus des médias arabes, bien sûr, il y avait aussi les médias iraniens qui ont un petit peu positivé la tenue de ce sommet. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le paysage audiovisuel et même médiatique, que ça soit oriental, hein, si on dit par exemple, on parle du Moyen-Orient et du Proche-Orient, est actuellement divisé? Il y a une partie qui est un petit peu proche de l'Occident et l'autre qui est proche
de la nouvelle carte, justement, arabe médiatique. Exactement. On remarque que les médias occidentaux ne couvrent de manière positive que leurs propres événements. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose, je vous rappelle aussi quand il y a eu les événements sportifs en Russie, il y a eu une forte, un déchaînement contre la Russie. Je vous rappelle tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les mouvements LGBT, etc. Donc, il y a une division, donc une polarisation des médias occidentaux versus les médias du reste du monde. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez que le paysage médiatique arabe est divisé? Alors, le paysage médiatique arabe, moi je l'ai trouvé assez, pour ce sommet-là, je l'ai trouvé assez unifié. Il y a eu pas mal je dirais, de reportages positifs sur l'Algérie. Peut-être certains ont voulu surfer sur des petits buzz qui se sont passés au début du sommet, mais ça n'a pas fait long feu, en fait. Et donc, moi, je dirais que dans l'ensemble, ce sommet s'est très, très bien passé, malgré quelques petites anicroches ici et là, mais qui n'étaient pas d'une très grande ampleur. Merci, Monsieur Ben Saada. Restez avec nous. On va parler maintenant justement des événements qui se sont déroulés cette semaine dans le monde arabe et qui ont marqué un petit peu les esprits, mais aussi qui ont créé des tensions entre certains médias et surtout certains pays. On regarde une scène qui s'est déroulée aux Nations Unies avec un journaliste algérien de Sky News arabique qui interrogeait justement l'ambassadeur marocain aux Nations Unies sur le traitement de l'information sur le Sahara occidental. On regarde la scène et on revient au débat. شكرا. قائمة الدول التي تدعم جبهة البوليزاريو في حق تقرير مصيرها طويلة وعريضة من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا، حتى أن جبهة البوليزاريو عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي مثل العديد من الدول. الآن السؤال: لماذا في كل خطاباتكم وتدخلاتكم تتهمون الجزائر، حتى أنه اليوم في مداخلتكم ذكرتم الجزائر أكثر من ذكر جبهة البوليزاريو التي هي الطرف الآخر الأساسي؟ لماذا تخصيص اتهامات الجزائر؟ شكرا. ممكن تتفضل تذكر اسمك وتمثل أي جهة؟ أريد مشاهدة سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية. سكاي نيوز عربية تتكلم باسم الجزائر، تدافع عن الجزائر الآن. هذا لا، ولكن أنت تمثل. لا، عندك حق. أخلاقيا أسأل أي سؤال. أخلاقيا سكاي نيوز هي التي تؤدي لك ثمن، هي التي تؤدي على العموم. أنا سوف أجاوبك. Alors, c'était justement une intervention du journaliste de Sky News qui interrogeait l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies. Cette affaire a créé des tensions entre le Maroc et la chaîne Emirati Sky News et qui a conduit aujourd'hui justement à la démission du journaliste de Sky News qui a justement décidé de partir parce qu'il a été marginalisé. Je rappelle le journaliste Reda Bouchfra qui a quitté aujourd'hui Sky News pour travailler avec une nouvelle télévision américaine installée de langue arabe qui est installée aux États-Unis. Alors cet esprit justement qui tourne autour du débat et de la liberté d'expression, ça se passe aux Nations Unies. Il n'y a pas de connotation, disons, politique, mais on peut considérer que ce passage reflète réellement un petit peu la gêne du pouvoir marocain sur les questionnements et la position de certains médias arabes. Oui, comme c'est connu, on a vu Omar Hilal, qui est donc le représentant du Maroc à l'ONU, qui a été
entre parenthèses, l'une des raisons de la rupture des relations diplomatiques de l'Algérie avec le Maroc, parce qu'il a raconté beaucoup de contre-vérités sur l'Algérie, sur son unité territoriale. On a vu que ce diplomate n'accepte pas un autre discours que celui qu'il voudrait bien entendre. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à admettre que des médias comme Sky News Arabique, qui est une chaîne britannique à l'origine et qui est basée aux Émirats Arabes Unis, qu'un journaliste de cette chaîne puisse poser une question sur le Sahara occidental, sur le Polisario, etc. Et le diplomate aurait pu tout simplement répondre, quitte à rappeler un peu ce qu'on a écouté, rappeler la littérature habituelle de Rabat par rapport au soutien algérien au Polisario, alors que tout le monde sait que c'est une affaire qui est traitée par la Commission 4 de l'ONU sur les décolonisations, et que c'est une question qui relève des Nations Unies et pas de l'Algérie. C'est pas une affaire algéro-marocaine. Et donc, et on a vu comment lui a répondu en disant que c'est Sky News qui vous paye, etc. C'est-à-dire que c'est une réponse même avec mépris. Il remet en cause un média arabe. Il remet en cause d'abord un média. En plus, il méprise le journaliste. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter qu'un journaliste qui n'est pas forcément un journaliste qui donc à l'ONU, qui connaît parfaitement son travail, il ne peut pas accepter qu'il lui pose une autre question que celle qu'il voudrait entendre. Et ça, c'est habituel de toute façon dans ce travail, c'est un langage très peu diplomatique de la part de quelqu'un qui est à l'ONU depuis plusieurs années par rapport aux médias. Et c'est désolant que le journaliste soit mis sous pression et qu'il soit amené à démissionner. J'espère que le journaliste va un peu expliquer ce qui s'est passé par rapport à la chaîne où il travaille. Alors aujourd'hui, oui, Sofiane. J'aimerais juste rappeler deux facteurs à mon avis qui sont essentiels pour expliquer la virulence aussi de l'attaque du représentant marocain aux Nations Unies. Le premier, c'est qu'on est Ce n'est pas la première. Hein. Oui, pour être pas la précis, première, mais c'est à chaque fois des clashs avec des médias, notamment les journalistes algériens aux Nations Unies, également des médias qui posent des questions tout à fait ordinaires sur le traitement de l'information du Maroc concernant le Sahara occidental. Mais moi, je pense qu'il y a quand même deux facteurs importants. Le premier, c'est le timing, parce que ça se passe lors du renouvellement du mandat de la MINURSO, c'est-à-dire la mission de contrôle onusienne sur le Sahara occidental. C'est le même jour, c'est le 30 octobre. Et dans le même timing, il y a aussi la préparation du sommet d'Alger et le fait que les diplomates algériens, dont le représentant à l'ONU, soient occupés. C'est la principale chérie ouvrière, c'est l'Al-Baoui, de la réussite aussi du sommet d'Alger. Et donc, le représentant marocain a essayé de mobiliser l'opinion internationale aux Nations Unies à New York autour de la nouvelle ligne qui veut imposer, si vous voulez, une situation de fait accompli colonial et en effaçant y compris toutes les conventions internationales et la légalité internationale. Et ça m'amène au deuxième aspect, qui est la nouvelle alliance qu'a tissée la monarchie marocaine justement avec l'entité sioniste, qui est une alliance coloniale et belliqueuse et qui refuse complètement toute forme de, si vous voulez même, d'ailleurs le dernier discours royal était virulent sur ça, qui refuse même le simple fait de mentionner la cause sahraoui qui est pourtant enregistrée aux Nations Unies. Le peuple sahraoui et son représentant est reconnu en Afrique et un peu partout dans le monde. Et donc il y a aussi cette forme, si vous voulez, un peu de, de fanatisme qui commence à imprégner la politique étrangère marocaine par rapport à la question sahraoui, qui a aussi dépeint, je vous le rappelle, sur la télévision espagnole. On avait couvert le festival de cinéma Fi Sahara et la radio-télévision publique espagnole avait été empêchée de couvrir cet événement culturel de solidarité avec le peuple sahraoui parce qu'il y a eu des pressions justement sur le gouvernement de Pedro Sanchez, du gouvernement Pedro Sanchez, sur la télévision publique espagnole, qui a été considérée par les journalistes en Espagne et par la société civile comme étant une forme de violation de la liberté d'expression. Et donc ça dépeint un peu la conjoncture actuelle et une forme de volonté d'imposer vraiment un fait accompli colonial malgré tout. Reda Harirash, justement, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a tenté de perturber le sommet arabe d'Alger en justement créant des tensions avec les médias dans Al-24. On rappelle, les médias marocains ont tenté avec grand échec de perturber ce sommet, mais ils n'ont pas pu, grâce justement à la mobilisation des médias algériens, mais également à la professionnalisme des médias arabes. La diplomatie marocaine était particulièrement perturbée par le fait que le sommet arabe puisse être une caisse de résonance, notamment pour la question sahraoui.
puisque le retour de l'Algérie, de la diplomatie algérienne sur la scène arabe et plus particulièrement au Proche-Orient risque éventuellement d'attirer des sympathies supplémentaires pour la population sahraoui et en aucun cas donc la monarchie chérifienne ne voudrait voir ses parrains du Golfe lâcher du lest par rapport à cette question-là. C'est ce qui explique tous ces atermoiements de la diplomatie marocaine. Un coup le roi il vient, un coup il vient pas, un coup il invite, un coup il n'invite pas. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Parce que l'Algérie, c'est quand même un pays pivot qui est situé donc entre la Méditerranée, l'Afrique et le Proche-Orient. Et on a vu dernièrement un certain nombre de pays, notamment en Amérique du Sud, faire machine arrière par rapport aux déclarations marocaines. Et le retour de l'Algérie sur la scène médiatique et diplomatique, même mondiale, risque de faire de l'ombre justement à la domination marocaine au Sahara occidental. Et plus particulièrement, ce qui inquiète le département de Nasser Bourita, c'est le fait qu'il y ait qu'un parallèle soit établi au sein de l'opinion arabe entre la question palestinienne et la question sahraoui. Alors, M. Ben Saada, vous êtes avec nous? Oui, M. Ben Saada? Oui. Oui, alors M. Ben Saada, je ne sais pas si vous avez suivi cet épisode de Sky News Arabia avec l'ambassadeur marocain aux Nations Unies. Ça reflète justement cette guerre médiatique entre le Maroc et certains médias arabes qui font leur travail professionnellement et qui accusent parfois d'être proches de l'Algérie, alors que le débat sur le Sahara occidental est avant tout un débat onusien. Exactement. Donc, le Maroc ne cesse d'accuser l'Algérie d'être derrière tout ce qui se passe au Sahara occidental, alors que la cause sahraoui est à l'ONU. Et l'Algérie a été claire sur ce sujet. La décision de l'ONU sera la décision algérienne. Et toute la diplomatie algérienne est basée sur cela. En fait, la réponse du représentant marocain à l'ONU montre justement qu'il a un manque flagrant de diplomatie et que cette question l'a complètement irrité et complètement déstabilisé. N'empêche qu'il faut dire aussi que la question sahraoui, au niveau de la Ligue des pays arabes, c'est une question qui divise. Et cette question n'a pas été amenée donc, au dernier sommet, justement, parce que c'est une question qui est très clivante. Il faudra, à mon avis, beaucoup de diplomatie pour arriver à faire comprendre que la cause sahraoui est identique à la cause palestinienne. C'est une cause de décolonisation. C'est la dernière contrée colonisée en Afrique et il faudrait que l'ONU mène des discussions rapidement pour trouver une solution à ce conflit qui s'éternise et qui pose des gros problèmes à cette union de la Ligue arabe. Justement, Monsieur Ben Saada, les médias arabes ne sont pas en reste concernant la question du Sahara occidental, mais aussi la question de l'immigration. Nous allons regarder maintenant un reportage qui a été réalisé par la BBC sur justement les graves dérapages et le drame qu'il y a eu à Melilla et qui a justement provoqué un petit peu une crise entre l'Espagne, le Maroc et la BBC sur justement le traitement des forces de sécurité marocaines sur les migrants subsahariens. On regarde le sujet et on revient au débat. ظهرت مقاطع الفيديو هذه على وسائل التواصل الاجتماعي. كانوا خارجين من هذه الرقعة من الأرض في المغرب. مات ما لا يقل عن 23 مهاجرا أفريقيا هنا.
اشتبكوا مع قوات الأمن المغربية أثناء محاولتهم اقتحام الحدود والعبور بشكل غير قانوني إلى الأراضي الأوروبية. أثناء حملة القمع حشر المهاجرون في زاوية وسحق بعضهم حتى الموت. ألقي الآخرون على الأرض وضربوا. أتمنى صوتنا ما يصل. كان هذا اليوم الأكثر دموية على الإطلاق على الحدود بين المغرب وإسبانيا. بعد مضي أشهر على ذلك الحدث لم يحاسب أحد على ما جرى. حقق برنامج أفريكا آي لبي بي سي في العشرات من مقاطع الفيديو هذه، نشر بعضها على الإنترنت وتمكنا من الحصول على مقاطع حصرية أخرى. أجرينا مقابلات مع مهاجرين نجوا من الموت لمعرفة كيف تطور هذا اليوم القاتل، ولنسأل لماذا استخدم مثل هذا العنف؟ لماذا لم يكن هناك تدخل طبي ملحوظ؟ ولماذا لا توجد حتى الآن معلومات عن 20 شخصاً لقوا حتفهم وعن الكثيرين من مجهولي المصير؟ Voilà, c'était un extrait justement du reportage de la BBC d'un sujet sur une émission qui s'appelle Africa Eyes. Alors messieurs, ce reportage réalisé avec professionnalisme de la BBC qui reprend les vidéos qui ont été mises en ligne et qui a retrouvé certains migrants et qui les a interviewés, faisant justement le témoignage de ce qui s'est réellement passé. Le reportage a fait mal qu'il a fait réagir le ministère de l'Intérieur espagnol et il a fait réagir les autorités marocaines parce qu'il a montré tout simplement la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. On rappelle qu'il y a eu plusieurs morts, plus de 24 morts et plusieurs centaines de blessés. Oui, parce que la BBC a toujours été une école de journalisme et d'investigation. C'est l'une des plus anciennes radios du monde, plus la télévision. La BBC a lancé ce service arabe il y a quelques années. Et c'est un travail d'investigation journalistique parce que l'équipe a pris soin quand même de vérifier les images et les vidéos. Parce que parfois, il y a des vidéos qui sont bien sûr qui relèvent des fake news. Mais là, la chaîne a fait ce travail de recherche et elle a montré des horreurs. Parce que massacrer et tuer des migrants parce qu'ils sont migrants et parce qu'ils sont des civils désarmés face à une force de répression, parce qu'il s'agit d'un acte de répression, est un acte qui relève d'une violation grave des droits humains et des droits des migrants. Et c'est un peu ça le rôle du journalisme aussi, Salim. Vous êtes journaliste, vous le savez, les confrères ici le sont. Lorsque les journalistes, c'est aussi le rôle de montrer ce que peut-être les politiques ont tendance à cacher, notamment surtout à cette question de migrants, puisque on a tendance à vouloir parfois, si vous voulez, complexer l'Algérie par rapport au traitement des migrants, alors que l'Algérie a signé des accords, notamment avec le Niger, sur les réadmissions. Et on a aussi un contentieux, vous le savez, avec la France sur les réadmissions, mais il y a quand même des pays qui ne respectent rien pratiquement en matière de migrants, au moins le respect de la dignité humaine. Parce que le migrant, vous pouvez le refouler dans son pays, mais respectez-le comme un être humain. C'est un humain qui cherche peut-être une vie meilleure, notamment en Afrique, bien que la migration africaine vers l'Europe n'est pas aussi importante comme ont tendance à le dire les médias européens, à l'exagérer, notamment avec l'arrivée de l'extrême droite en Italie et aussi son émergence en France, qui insiste sur cette question des migrations. Mais les migrants, c'est aussi une question humaine et qui doit être traitée à ce niveau-là. Au-delà des aspects politiques, des aspects sécuritaires, je pense que ce travail de la BBC est un excellent travail qui montre un épisode qui est passé sous silence par rapport aux autres médias. Justement, par rapport à la mise au silence de cet épisode, c'est-à-dire que l'épisode vient à un moment particulier où il entérine déjà, si vous voulez, l'alliance qui a été accomplie entre le gouvernement de Sanchez et Rabat, qui est sur deux volets. Le premier volet, c'est le fait que l'Espagne ait abandonné sa responsabilité historique par rapport à la décolonisation du Sahara occidental. Le deuxième, c'est par rapport à le principe d'externalisation des frontières qui autorise, par exemple, Rabat à réprimer des migrants qui proviendraient d'Afrique. D'ailleurs, la plupart des migrants proviennent du Soudan et du Tchad. Ça a d'ailleurs provoqué une crise
entre le Maroc et le représentant de la Commission africaine, Moussa Faki, qui est tchadien, qui a lui-même subi beaucoup de pression de l'opinion publique tchadienne, parce que, y compris les cadavres, n'ont pas été remis à leur famille. Et donc, ça a provoqué vraiment une pression de l'opinion. Il y a eu 77 disparus. Et il y a eu aussi des arrestations et des incarcérations, des gens qui sont en prison. D'ailleurs, c'est une ONG, c'est le réseau des droits de l'homme de Nador, parce que ça se passe à Nador, et c'est entre Nador et Melilla. Mais le massacre se passe exactement à Nador. Et on répertorie aussi des blessés qui se font après incarcérés et qui sont actuellement en prison. Et donc, c'est, si vous voulez, aussi le double discours de l'Union européenne, parce que l'affaire a été stoppée au niveau de l'Union européenne. La Cour de justice européenne, qui aussi sur le cas du Sahara occidental, avait ordonné l'illégalité du commerce avec justement d'importer des produits qui proviendraient des territoires occupés. Cette décision n'a pas été respectée par les autres structures. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que pour un massacre d'une telle ampleur, qui est aussi un massacre raciste, il faut le dire, parce que le caractère raciste est très prononcé, pour l'instant, du côté européen et du côté espagnol particulièrement, on attend encore de voir les résultats au niveau juridique. Oui, Reda. Oui, j'aimerais aussi rejoindre ce que Sofiane vient de dire. C'est que l'Union européenne, depuis quelques mois, n'a pas réagi de manière à la hauteur des principes qu'elle met en avant. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de réfugiés en provenance d'Ukraine, elle les reçoit avec les bras ouverts. Et lorsqu'il s'agit de réfugiés en provenance, par exemple, d'Afrique ou bien d'Asie, même s'ils subissent des violences, donc comme on l'a vu à Melilla, aux portes de l'Union européenne, elle ferme les yeux. Donc c'est un problème de déontologie aussi, parce que ces images-là, ce sont des images qui sont disponibles sur les chaînes de télévision, sur YouTube, sur d'autres médias, accessibles en Europe et en Amérique. Et le silence justement sur ces événements-là ne passe pas inaperçu au sein des opinions publiques, aussi bien dans le monde arabe qu'en Afrique, et qui ont la possibilité de voir ces images-là. Voilà. Monsieur Ben Saada, je ne sais pas si vous avez vu ce reportage de 26 minutes de la BBC. Est-ce que le fait que la BBC, qui est un média crédible et professionnel britannique, fasse un reportage sur ce qui s'est passé réellement à Melilla, a un impact plus important qu'un média maghrébin ou un média arabe sur la même question? Il est clair que est une institution qui fait un reportage de cette nature et vraiment c'est un très très bon reportage que j'ai vu et c'est d'ailleurs ce qui m'a étonné parce que en fait la BBC n'a pas fait de reportage par exemple sur elle a repris les vidéos et elle a rajouté quelques-unes plus les sonores. Plus les interviews. Oui, mais c'est excellent. Ce qu'elle a fait, c'est un excellent travail. Mais je rappelle que la BBC n'a pas fait la même chose pour la décision, par exemple, de la Grande-Bretagne d'extrader les immigrants vers le Rwanda, par exemple. Par exemple, oui. Tout à fait. Par exemple, quand il y a eu, pendant le printemps arabe, et avec tous les événements de la Syrie, la seule personne qui a informé tous les médias occidentaux et la BBC, c'était Rami Abdulrahman de l'OSDH. C'est un type qui ne représente que lui. Alors vous voyez que dans certains cas, on peut saluer le travail exceptionnel de la BBC, mais dans d'autres cas, quand ça sert la politique étrangère britannique, ce n'est pas le cas. Et je me demande si ce reportage ne serait pas un revirement des relations entre la Grande-Bretagne et le Maroc, parce que c'est assez étrange de voir un reportage de ce type-là. J'aimerais aussi souligner, par exemple, que l'acteur espagnol Javier Bardem a fait un documentaire qui s'appelle La dernière colonie. Exceptionnel, qu'il avait discuté sur la BBC aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre la Grande-Bretagne et l'avenir va nous dire de quoi il retourne. Monsieur Ben Saada, nous allons... Oui, allez-y. Une dernière. Il y a eu
presque en même temps. Il y a eu un sommet du G7 et un sommet de l'OTAN. Personne n'en a parlé. C'est passé, mais vraiment, c'est comme un non-événement. Ça a d'ailleurs choqué tout le monde. Et j'aimerais souligner que ce fait que des chefs d'État des pays les plus développés dans le monde ne puissent pas se pencher sur un massacre qui s'était passé dans un pays de la Méditerranée. Alors, Monsieur Ben Saada, quand on parle justement de modèles de réussite et d'échec dans le paysage audiovisuel du monde arabe, on cite souvent Al Jazeera. Est-ce que, d'après vous, Al Jazeera aujourd'hui, malgré tout ce qu'elle a fait comme médiatisation, comme traitement d'information, ça reste un modèle qui est suivi par certains médias, sachant qu'aujourd'hui, il y a plusieurs modèles dans le paysage audiovisuel arabe. Il y a les modèles d'Al Arabiya, le modèle de la BBC, de la MBC, il y a le modèle aussi d'Al Jazeera. Et aujourd'hui, on a d'autres chaînes qui ne sont pas arabes et qui s'intéressent au monde arabe, comme RT arabique ou BBC arabique et même France 24 en arabe. Alors, c'est indéniable que le Jazeera a été quelque chose de très nouveau, de formation, etc. Ça a fait une différence avec tout ce qui était auparavant. Média-là, très le printemps arabe, et nous n'allons pas passer en revue, mais disons qu'elle a eu un rôle politique de déstabilisation de certains pays arabes. Et ça lui a valu un s'en rendre compte que finalement, ce média-là était de diplomatie du Qatar. Et c'est ça qu'il faut éviter, c'est-à-dire il n'y a pas de médias neutres, etc., éditorial. Monsieur Ben Saada, allô, Monsieur Ben Saada, vous m'écoutez? Oui. Je pense que la communication n'est pas assez bonne. On reviendra la prochaine fois vers vous. Messieurs, en dernier, justement, on parlait d'Al Jazeera comme modèle de réussite ou d'échec. On va voir quelques extraits, justement, d'Al Jazeera. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, les médias arabes doivent se référer, comme l'ont fait Al Jazeera pour la BBC, à la chaîne qatari? Moi, je pense que c'est un modèle de réussite. Au-delà des interprétations, Al Jazeera, bien sûr, a été critiqué, notamment après les révoltes arabes de 2011. Et M. Ben Saada a même consacré des livres sur cela. C'est quand même reste un modèle de réussite. Al Jazeera a été lancé en 1996. France 24 est venu 10 ans après, en 2006, et ça a amené beaucoup de pays occidentaux aussi à s'adresser au monde arabe en leur langue. La BBC, c'est vrai, la BBC Radio est ancienne, mais la BBC Arabic Télé est venue après. La même chose pour RT, Russia Today pour la Russie, Al-Hurra aux États-Unis, France 24 en France, Deutsche Welle en Allemagne qui parle aussi, même la Corée a lancé une chaîne, la Chine a aussi lancé sa chaîne en arabe, l'Iran aussi, l'Inde. Donc vous avez vu que cette chaîne a amené beaucoup d'autres pays à lancer leur chaîne et à s'intéresser à l'actualité. Le Jazeera a couvert, lorsqu'il y avait des bombardements israéliens sur le sud du Liban et aussi sur Gaza, c'est la chaîne qui couvre le mieux ces événements parce qu'ils ont des correspondants à l'intérieur. Vous savez ils ont plus de 80 correspondants à l'étranger. Absolument, hein. Et aussi en territoire palestinien, Shirin Abu Akleh a fait le près de ça. Shirin Abu Akleh est une journaliste palestinienne qui a été tuée par des soldats israéliens et on a tout fait pour étouffer bien sûr cette affaire, mais reste quand même une chaîne qui a aussi amené les autres à mieux travailler et à mieux voir le monde arabe parce que il y avait un seul son de cloche, M. Ben Saada en parlait aussi, que lorsqu'il y a des événements dans le monde arabe, il y a toujours un seul son de cloche, c'est toujours le son dominant, que ce soit pour la question palestinienne, que ce soit pour le Soudan, que ce soit pour la Somalie est un pays complètement oublié. Heureusement que le sommet arabe d'Alger a rappelé ce pays et a rappelé les soutiens à ce pays qui reste un pays membre de la Ligue arabe. La même chose pour d'autres zones du monde. Et Al Jazeera, je pense que la même diffusée, il y a même Al Jazeera Wathaiqiya qui est une chaîne qui diffuse aussi d'excellents documentaires, dont un documentaire récemment sur l'Algérie, sur la guerre de libération nationale. Il y a beaucoup d'intérêt pour l'Afrique, pour les langues africaines, parce que Al Jazeera diffuse aussi en langue africaine. Ça a bousculé aussi un ordre médiatique occidental qui voulait dominer, qui voulait parler un seul langage, que ce soit pour l'Afrique ou le monde arabe. Et à mon avis, ce n'est pas un modèle d'échec, c'est un modèle de réussite.
Je pense que... Je voudrais juste abonder dans le sens brièvement, parce que le temps est écoulé, par rapport à la BBC et par rapport à la prise d'importance de la zone de Méditerranée occidentale et de l'Atlantique Sud. Il faut se rappeler aussi que la Grande-Bretagne est un acteur dans la zone vu qu'elle contrôle Gibraltar. Et ça explique aussi peut-être le traitement sur ce qui s'est passé à Melilla et à Nador. Pour aller aussi sur Al Jazeera, la condition sine qua non de réussite d'un média, c'est aussi le fait qu'elles doivent accompagner une ligne géopolitique et aussi une ligne diplomatique affirmée. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci Sofiane Baroudi, Faisal Mantawi et Reda Harirash. Merci à M. Ahmed Ben Saada d'avoir été parmi nous à partir d'Oran. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un sujet tout aussi critique sur les médias et la télévision. Restez branchés sur Al 24 News.